Organiser la relance économique, c'est en ces termes que la première, Sophie Blimet, s'est exprimée hier matin au micro de Martin Buxan. Hormis les considérations politiques, quels sont les ingrédients nécessaires pour réussir cette relance? En d'autres termes, y a-t-il une ou plusieurs recettes? Nous recevrons tout d'abord le ministre fédéral du budget, M. Clarinval, pour parler de l'état de nos finances. Ensuite, nous aborderons les scénarios macroéconomiques qui sont en jeu en Belgique et en dehors de nos frontières. Comment préparer la relance de son entreprise dans ces temps d'incertitude? Proposition de Pierre Herman, CEO de Finance & Invest, et également à la tête du groupe de travail PME et indépendant au sein de l'ERMG. Et puis, nous vous proposerons un zoom sur 3 secteurs, les festivals, le luxe et les voyages. Merci d'être avec nous sur LN24. Alors, Monsieur Clarinval, merci d'être avec nous. Bonjour. Dans ces temps qu'on peut appeler chaotiques, bouleversés, comment vous les qualifieriez Je ne dirais pas jusqu'à dire chaotique, mais compliqué, certainement, oui. Compliqué, ce n'est pas le chaos. Pour le moment, on gère. On met tout en œuvre au niveau du gouvernement pour que le chaos soit évité et qu'on puisse voir le bout du tunnel. Alors, à quoi ressemble la situation aujourd'hui? Comment pourrions-nous la décrire? Eh bien, tout d'abord, sur le plan sanitaire, on a passé vraisemblablement, selon les informations de nos scientifiques, on a passé le pic. On est sur une phase qui tout doucement commence à diminuer. On voit que les lits dans les hôpitaux commencent à être plus disponibles. Donc, on a plus de disponibilité au niveau de nos lits, en ce compris les lits soins intensifs. Donc, c'est clair qu'au niveau du nombre de décès, par contre, là, il y a encore un peu de décalage par rapport à la pandémie. Oui, parce que c'est long. Oui, en fait, il faut savoir qu'il y a un processus. La maladie prend un certain temps pour se développer. Dès lors, inévitablement, cela se traduit dans les services qui sont bloqués les uns après les autres. Donc, d'abord, le nombre de lits d'hôpitaux diminue. Ensuite, vraisemblablement, le nombre de morts va commencer à diminuer aussi. Donc, on est tout doucement, et on s'en réjouit, en train de descendre cette fameuse courbe que nous avions montée pendant plusieurs semaines. Mais on n'est pas à l'abri pour autant, d'où on va dire la prudence pour la rouverture de certains secteurs ou de l'économie de manière globale. C'est ça tout l'enjeu du débat actuel, c'est que nous devons à la fois commencer à réouvrir, rendre un peu de liberté aux citoyens, redonner des impulsions pour le secteur socio-économique, tout en évitant évidemment de recréer un appel d'air pour le virus et dès lors de revoir un second bond qui serait un second pic qui viendrait engorger nos hôpitaux. Je rappelle que le but est d'éviter l'engorgement des hôpitaux. On y est arrivé. Il faut continuer les efforts pour garder cela et éviter qu'il y ait un rebond. Mais a priori, pour le moment, les chiffres sont positifs et on se réjouit qu'on soit tout doucement en train de sortir du tunnel. Alors, à propos de chiffres, les chiffres, par contre, des finances sont un petit peu moins réjouissants. Est-ce qu'on peut s'inquiéter? Écoutez, les grands chiffres que l'on peut donner aujourd'hui sur base des estimations, notamment de la Banque nationale, mais on en parlera tout à l'heure, ou du Bureau du plan, il faut savoir qu'au niveau de l'État, nous avions, avant la crise, un déficit de 12 milliards. On peut estimer que la crise ici va avoir un impact sur le déficit de peu près 18 milliards. Et donc, on va avoir un déficit budgétaire de près de 30 milliards, soit 7,5% de déficit. Rappelons que l'Europe a interdit d'avoir un déficit au-delà de 3%. Donc nous sommes largement... Oui, est-ce que ça créera un précédent, ça? Tous les pays de l'Europe sont dans la même situation et donc l'Europe va devoir revoir ses critères, évidemment. C'est pas l'Allemagne? Non, je pense que l'Allemagne va dépasser les 3% aussi pour cette année. Mais évidemment, la situation allemande est différente puisque nous partons avec une dette qui est plus importante. On va passer de 99% de dette à 115% du PIB. C'est quand même, sur le plan budgétaire, un impact qui va être estimé à 30 milliards en fin de compte pour cette année comme déficit. Alors, il y a 2 éléments. Il faut d'abord savoir qu'il y a des dépenses en plus pour l'État. Et donc, l'État va avoir en dépenses nettes plus ou moins 12 milliards à l'heure d'aujourd'hui de dépenses. Je ne parle pas que de l'État, je parle aussi des communautés et des régions. Oui. Mais on a aussi un effet conjoncturel, puisque la crise que nous vivons va avoir un impact sur les entreprises qui vont évidemment avoir moins d'activité, donc moins de revenus, moins de croissance, inévitablement. Et moins de rentrée pour l'État. Exactement. Et donc, ces 2 éléments-là font que nous avons une crise qui va coûter plus ou moins 18 milliards. Si, évidemment, le déconfinement s'arrête le 3 mai, puisque c'est la nouvelle hypothèse que nous avons prise. Vous savez
on doit prendre des hypothèses, on essaye de se caler aux décisions du CNS. Oui. Si jamais le confinement devait durer encore au-delà du 3 mai, ces chiffres seraient encore pires. Et donc ces chiffres, en fait, ce ne sont pas linéaires, c'est quelque chose, ce n'est pas des additions en fonction de dire chaque semaine coûte tant, ce n'est pas linéaire, il y a plein de facteurs qui interviennent. Et est-ce que ce sont aussi des coûts directs et indirects ou juste directs? Non, ces chiffres-là dont je viens de vous parler, ce sont des coûts directs, puisque ce sont des dépenses en plus. Par exemple, les dépenses en chômage, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont temporairement au chômage, l'État doit payer cela, c'est 4 à 5 milliards d'euros. Vous avez des achats de matériel, nous achetons des masques, nous achetons des tests, nous avons rapatrié des Belges qui étaient à l'étranger. Là, on va avoisiner aussi un coût d'à peu près 1 milliard d'euros. Nous avons des dépenses en plus dans les hôpitaux, nous avons des dépenses dans différents départements. Et donc, on estime aujourd'hui à ces dépenses directes à près de 12 milliards pour cette année-ci. Il y a aussi des reports. Par exemple, quand on décide que l'on reporte les cotisations pour les entreprises. Ou qu'on demande la dispense, c'est aussi proposé. Oui, là, on a des décalages. Donc, c'est un impact pour cette année-ci. Mais théoriquement, comme c'est un report, on devrait revoir cet argent l'année prochaine. Et donc, il ne faut pas confondre coût net et impact en termes de trésorerie. D'accord. Et donc, on a vu aujourd'hui que l'agence de la dette, qui veille à avoir suffisamment de liquidité pour l'État, a récemment émis des obligations qui lui permettent de financer sa dette. Et on voit qu'elle a obtenu des taux négatifs. Donc c'est assez paradoxal aujourd'hui. On doit emprunter beaucoup plus puisqu'on a besoin beaucoup plus d'argent. L'argent est là. On parle même d'hélicoptère-monnaie. Est-ce que finalement on y est arrivé? Cet argent qui coule, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'argent qui arrive tout d'un coup. Est-ce que ça ne créera pas un précédent? Ici, en tout cas, ce qui est paradoxal, c'est que cet argent qui est fourni par la Banque centrale européenne via des obligations linéaires, eh bien, ces taux sont négatifs, à moins 0,4%. Et donc, quelque part, l'État emprunte de l'argent et en rendra moins l'année prochaine quand il devra rembourser. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le moment. On n'a pas de problème de liquidité, mais attention, soyons prudents, parce qu'évidemment, cette politique de taux très bas est possible grâce à un geste de la Banque centrale et des institutions européennes. Il faut être attentif, évidemment, à ce que ces gestes-là continuent, parce qu'on ne peut pas se permettre non plus de vivre dans cette situation-là indéfiniment. Oui, alors justement, est-ce qu'elle a encore des ressources, la Banque centrale? Parce qu'on a l'impression que là, il y a beaucoup d'argent qui est arrivé. Certains utilisent, on l'a dit un tout peu plus tôt, le mot hélicoptère-monnaie, même si ce n'est pas tout à fait ça. Et est-ce qu'il y a des moyens plus innovants, finalement, de se financer? L'hélicoptère-monnaie, ce n'est pas tout à fait ça, puisque l'hélicoptère-monnaie... Mais vous en parlerez sans doute tout à l'heure, c'est le principe que, vu que la Banque centrale obtient des crédits, vu qu'on peut obtenir des crédits auprès de la Banque centrale à des taux négatifs, on pourrait donner de l'argent à tout le monde de telle sorte que les gens consomment plus. Bon, ça peut être sympathique, évidemment, donner de l'argent à tout le monde. Je veux dire, moi j'ai envie de faire ça, évidemment, mais d'un point de vue macroéconomique, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Il y a aujourd'hui des gens qui utiliseraient cet argent pour finalement faire de l'épargne. Oui. Et ce n'est pas ça qui est besoin aujourd'hui. Oui, a priori, ce n'est pas une bonne nouvelle. Non, ce que l'on espère, c'est qu'évidemment, l'argent que les États vont donner aux citoyens, il faut que ces citoyens les consomment dans les secteurs qui sont en danger. Et aujourd'hui, il est clair qu'il y a des secteurs en danger. Nous avons par exemple le secteur Horeca, qui est impacté de manière dramatique par cette crise. Nous avons toute une série de secteurs économiques qui sont à l'arrêt. Et donc ce sont des mesures qui doivent être orientées vers ces secteurs qui en ont besoin. Et donc ce serait, d'un point de vue macroéconomique, pas très intelligent de donner de l'argent à des personnes qui n'en ont pas besoin et de ne pas en donner à ceux qui en ont le plus besoin. Et donc, c'est plutôt orienté, effectivement. Il faut orienter les moyens. Mais est-ce qu'il y a un moyen plus innovant, finalement, de financer la dette d'un État que ces obligations? Non, il y a d'autres possibilités. On peut faire appel à l'épargne populaire. D'ailleurs, Yves Le Terme avait fait cela lors de la précédente crise financière. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les citoyens qui ont de l'argent le prêteraient à l'État à des taux négatifs. Et donc, il faudrait que l'État fournisse un intérêt positif. Et donc, l'État n'a absolument aucun intérêt à prêter de l'argent, à emprunter de l'argent aux citoyens en leur donnant un intérêt alors qu'il peut l'avoir à la Banque centrale à des taux négatifs. Donc, il y a d'autres méthodes, mais aujourd'hui, le marché, ce n'est pas nécessaire de faire cela aujourd'hui. D'accord. Alors, justement, dernière question, puisqu'on a de l'argent à taux négatif, donc on va en rendre moins si les choses restent égales, donc on n'a pas à craindre d'augmentation d'impôts? Ce sont deux choses différentes, puisqu'ici, je parle de trésorerie et de liquidité, tandis que le déficit, à un moment donné, malheureusement, on verra ce que l'Europe va dire, mais il est fort probable que
elle exonérera sans doute les dépenses Covid, parce qu'en effet, je vous ai parlé de 12 milliards de dépenses directes. Je pense que l'État acceptera, l'Europe acceptera que ces 12 milliards soient exonérés. C'est ça. Mais rappelez-vous, nous étions quand même avant en déficit de près de 3%. Donc je pense que c'est un débat que nous devrons avoir au niveau européen. Oui. Je ne pense pas que l'Europe va subitement être laxiste. Je ne pense pas que les Allemands laisseraient faire cela. Donc il y aura sans doute un débat après la crise sur quel est le taux d'endettement autorisé, le taux de déficit autorisé. Et donc, on peut revoir les critères, excusez-moi. Est-ce qu'on peut revoir les critères? On peut imaginer qu'après cela, on ait un peu plus de souplesse à l'égard des critères, puisqu'on sait qu'on peut financer la dette désormais. C'est une décision des pays européens, donc on peut toujours changer la règle, mais il faut que tous les pays européens soient d'accord. Et vu les dernières discussions que j'ai entendues, notamment sur le budget européen, je ne suis pas sûr que les Hollandais et les Allemands soient prêts à aller dans une voie qui soit différente. Donc, sans doute aurons-nous une politique différente, peut-être un peu moins dure, mais je ne pense pas qu'on va permettre des taux de déficit de 7% encore très longtemps. Et donc, après, il faudra que l'on revienne à une certaine normalité au niveau budgétaire. Et à ce moment-là, nous devrons probablement financer une partie du déficit par des décisions qui seront sans doute difficiles à prendre. Mais c'est au futur gouvernement de prendre ses responsabilités à ce moment-là. Moi, aujourd'hui, mon but est d'abord de permettre que toutes les dépenses en termes de santé soient honorées. Oui. C'est la santé qui est prioritaire. Il faut qu'on puisse fournir du matériel, financer nos hôpitaux et veiller à ce que la reprise économique soit la plus rapide pour nos entreprises qui souffrent fortement. Des possibilités et ensuite, de reprise, on veillera à ce que l'équilibre budgétaire soit de nouveau sur la feuille de route, mais en fonction des conditions qui seront celles de la reprise après la crise. Qui seront renégociées. Bien, écoutez, merci pour ces éclaircissements, M. Clarinval. Je vous laisse retourner à vos obligations. Merci.